Salut à tous, aujourd'hui nous allons plonger dans une affaire véritablement glaçante, une de celles qui laisse une trace indélébile dans les esprits. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de rester actif. Chaque geste compte, et je vous en serai sincèrement reconnaissant. Alors, préparez-vous, car cette histoire est aussi troublante que bouleversante. Le 22 novembre 2022, Jasmine Pace était attendue par sa famille pour célébrer le dîner de Thanksgiving. Un moment qui, chaque année, rassemblait les siens autour de la chaleur familiale et des traditions. Mais ce soir-là, Jasmine n'est jamais arrivée. Elle ne s'est pas manifestée. Elle n'a pas répondu aux appels, et les rares messages envoyés depuis son téléphone semblaient étranges. Ils étaient froids, maladroits, impersonnels. Comme s'ils avaient été rédigés par une main étrangère. L'inquiétude de sa famille ne tarda pas à monter en flèche. Jasmine n'avait jamais disparu sans prévenir. Elle n'était pas du genre à couper tout contact, encore moins à ignorer les appels incessants de sa mère, Katharina, qui, ce soir-là, composa son numéro à maintes reprises. Mais à chaque tentative, le même silence glaçant régnait au bout du fil. Dans les heures qui suivirent, des publications commencèrent à apparaître sur les réseaux sociaux, prétendument postées par Jasmine elle-même. Mais quelque chose clochait. Les photos ne montraient pas ses nouveaux tatouages, et les textes n'avaient rien à voir avec sa façon habituelle de s'exprimer. Ce n'était pas sa voix. Ce n'était pas elle. Ses proches le comprirent immédiatement, quelque chose de terrible était arrivé. La famille se lança dans une course contre la montre. Ils contactèrent tous les amis de Jasmine, fouillèrent chaque endroit où elle aurait pu aller, interrogèrent toute personne susceptible de fournir la moindre information. Mais leurs recherches s'avérèrent vaines. Rien. Aucune trace. Et lorsque minuit sonna, l'angoisse céda place à la panique. Jasmine restait introuvable, et plus les heures passaient, plus les soupçons d'un drame imminent se renforçaient. Jasmine Nicole Pace était née le 29 mai 2000, à Chattanooga, dans l'État du Tennessee. Dès ses premiers instants, elle avait été bercée par l'amour inconditionnel de ses parents, Katharina et Travis Pace. Une famille unie, fusionnelle. Bien que ses parents aient fini par suivre des chemins différents, cet amour ne s'était jamais estompé. Katharina entama par la suite une nouvelle relation avec un homme nommé Scott Behan. Il devint non seulement un compagnon solide pour elle, mais aussi une figure paternelle importante pour Jasmine. Un véritable pilier dans leur quotidien. Le demi-frère de Jasmine, Eden Behan, grandit à leur côté, consolidant encore davantage les liens familiaux. Ensemble, ils formaient une cellule soudée, chaleureuse, résiliente. Après avoir obtenu son diplôme de fin d'études secondaires, Jasmine poursuivit son chemin à l'université du Tennessee à Chattanooga. Elle nourrissait de grands rêves. Pour elle, la vie universitaire représentait bien plus qu'un simple passage académique, c'était une passerelle vers ses ambitions les plus profondes. Jasmine voulait réussir, bâtir quelque chose de grand, mais surtout créer une vie riche de sens et d'amour. Ses aspirations ne se limitaient pas à sa carrière. Jasmine rêvait aussi d'un avenir intime, d'un foyer, d'une maternité épanouie. Elle parlait souvent de devenir mère, de la manière dont elle se voyait un jour prendre ce rôle à cœur. Ses rêves la guidaient, la portaient. Quelques mois avant sa disparition, Jasmine fit la rencontre de Jason Chen. Comme elle, il était étudiant à l'université. Ils s'étaient connus via une application de rencontres très populaire chez les jeunes de leur âge. Leur relation débuta discrètement, presque dans l'ombre. Jasmine, habituellement ouverte avec sa famille, choisit de garder cette idylle secrète. Elle n'en parlait jamais. Pas un mot sur Jason. Pas une allusion à ce qu'il représentait pour elle. Ses proches ne soupçonnaient même pas qu'elle voyait quelqu'un. Cette discrétion surprenante s'expliquait peut-être par le besoin de Jasmine d'explorer cette nouvelle facette de sa vie à son propre rythme, sans pression, sans jugement. Elle découvrait ce que signifiait aimer, et elle voulait vivre cette expérience intimement, sans l'exposer au regard de ses proches. Jason n'avait rien en commun avec le cercle habituel de Jasmine. Il paraissait distant, réservé, presque insaisissable. Plus tard, sa famille apprendrait qu'il étudiait les technologies informatiques, un domaine qu'il abordait avec sérieux, mais dans un isolement presque complet. Il fuyait les interactions sociales, se tenant à l'écart de tout lien profond avec les autres. Jasmine n'avait jamais permis à son entourage de le connaître. Était-ce par choix? Par instinct? Par prudence? Peut-être. Mais cette barrière, ce silence autour de leur relation allait devenir l'un des nombreux obstacles à la vérité. Un voile qui retarda la découverte de ce qui se tramait dans l'ombre. Jason, de son côté, ne montra jamais la moindre volonté de s'intégrer dans l'univers de Jasmine. Il ne fit aucun effort pour rencontrer sa famille, ni même ses amis. Il restait une figure périphérique, volontairement en retrait. Au fil du temps, il devint évident qu'il n'entretenait presque aucun lien sincère avec quiconque. Aucun ami proche pour parler en sa faveur. Aucune personne capable d'attester de son caractère. Rien d'autre qu'un mur de silence autour de lui.
À première vue, Jason paraissait discret, presque effacé. Un jeune homme réservé, sans éclat ni excentricité. Mais derrière cette façade tranquille se cachait une personnalité hermétique, fermée, et bien plus troublante qu'on aurait pu l'imaginer. Personne ne parvenait vraiment à comprendre qui il était ni ce qu'il cherchait à dissimuler. Il n'y avait pas de conflits ouverts entre lui et Jasmine, rien de visible qui aurait pu alerter son entourage. Et pourtant, au fil du temps, il devint évident qu'il ériguait volontairement des murs entre eux. Des murs invisibles, mais solides. Il maintenait Jasmine à distance émotionnelle, tout en s'assurant de garder le contrôle. Lorsque Jasmine disparut, cette attitude distante prit un tout autre sens. L'étrangeté de son comportement apparut soudain sous un jour bien plus sinistre. L'enquête révéla par la suite que Jason contrôlait entièrement la dynamique de leur relation. Il décidait de ce qui était dit, quand et comment. Des appels téléphoniques aux simples messages, c'est lui qui dictait le rythme. Jasmine, habituellement si ouverte et sincère, s'était pliée à cette forme de silence imposé. Elle acceptait de cacher leur relation, d'en taire l'existence même. Un choix qui, à l'époque, pouvait sembler anodin, mais qui se révélerait lourd de conséquences. Le soir du 22 novembre, Jasmine se trouvait chez sa mère, à Chattanooga. Ce jour-là, elle semblait calme, posée, mais ses proches remarquèrent une certaine retenue dans son attitude. Un quelque chose de discret, mais palpable. Elle ne parla pas de ses projets pour la soirée, ne dit pas où elle comptait aller, ce qui laissa sa mère, Katharina, avec un pressentiment inconfortable. Vers 23h30, Jasmine se leva, quitta la maison, et monta dans sa Chevrolet Equinox blanche. Elle démarra et disparut dans la nuit. Personne ne lui demanda où elle se rendait. Jasmine avait l'habitude de faire des courses ou de rencontrer des amis sans toujours en parler. Personne ne s'inquiéta, du moins pas encore. C'était la dernière fois que sa famille la vit. Après ce moment, plus aucun signe de vie. Aucun appel, aucun message. Aucun témoin pour dire où elle avait été. L'enquête allait devoir s'appuyer sur des fragments, des indices numériques, des pistes aussi ténues que précieuses. Le matin du 23 novembre, l'angoisse commença à monter. L'absence prolongée de Jasmine, son silence absolu, était trop inhabituel pour être pris à la légère. Katharina, tourmentée par l'inquiétude, commença à contacter les amis de sa fille, à la recherche d'une explication, d'un indice, de quoi que ce soit. Mais personne ne savait où Jasmine avait passé la nuit. Les appels à son téléphone restaient sans réponse. Ses applications de messagerie indiquaient qu'elle était hors ligne. Pour une jeune femme aussi connectée, toujours en contact avec ses proches, cela n'avait aucun sens. Puis, de nouveaux éléments inquiétants firent surface. Des publications commencèrent à apparaître sur les profils de Jasmine sur les réseaux sociaux. Et ceux qui la connaissaient furent immédiatement alarmés. Les photos partagées sur Facebook étaient particulièrement suspectes. Elles ne montraient pas les tatouages que Jasmine s'était fait faire à peine un mois plus tôt. Elles semblaient anciennes, déterrées du passé. Les légendes qui accompagnaient ces photos étaient tout aussi troublantes. L'une d'elles disait « Je passe un super Thanksgiving avec mon chéri ». Une phrase qui ne ressemblait en rien au style de Jasmine. Le ton était faux. Le choix des mots, la manière de s'exprimer, tout sonnait artificiel, presque mécanique. Ses proches comprirent aussitôt que ces publications ne venaient pas d'elle. Quelqu'un d'autre, vraisemblablement, avait pris le contrôle de ses comptes. Cette idée glaçante renforça la conviction de la famille, quelque chose de grave était arrivé. Quelqu'un tentait manifestement de masquer la vérité en utilisant l'image numérique de Jasmine. Face à cette menace invisible, la famille décida d'agir. Grâce à une application de géolocalisation liée au véhicule de Jasmine, ils purent localiser sa Chevrolet Equinox. Le signal montrait que la voiture était garée dans un complexe résidentiel appelé Signal View Appartement. Un nom totalement inconnu pour eux. Aucun membre de la famille ne savait pourquoi Jasmine s'y serait rendue. Aucun lien n'existait entre elle et cet endroit. Ce détail, au lieu d'éclaircir la situation, ne fit qu'épaissir le mystère. Le 26 novembre, ils prirent la décision de se rendre eux-mêmes sur place. À leur arrivée au complexe Signal View, ils découvrirent la voiture, bien stationnée sur le parking. Ils s'en approchèrent, le cœur battant, et regardèrent à l'intérieur. Ce qu'ils virent les glaça, le siège conducteur était reculé à l'extrême, bien plus que Jasmine ne l'aurait jamais fait. Elle mesurait à peine 1,57 m. Pour conduire, elle devait toujours avancer le siège au maximum. Ce détail ne laissait aucun doute, ce n'était pas elle qui avait conduit cette voiture-là. À ce moment précis, un pressentiment devenu certitude s'imposa à eux. Jasmine n'était pas derrière ce volant. Quelqu'un d'autre l'avait conduite ici. Quelqu'un qui, désormais, détenait peut-être toutes les réponses. Dans le même temps, Katharina poursuivait ses recherches. Elle parvint à accéder au relevé téléphonique de sa fille. Ce qu'elle découvrit dans l'historique des appels allait bientôt faire basculer l'affaire dans une autre dimension. Le dernier appel enregistré sur le téléphone de Jasmine, avant qu'elle ne disparaisse,
fut une longue conversation avec Jason Chen. 71 minutes. Plus d'une heure au téléphone. Mais quand Katharina contacta Jason pour lui demander de quoi ils avaient bien pu parler aussi longuement, sa réponse fut déroutante. Il affirma que l'échange n'avait duré que quelques minutes, rien de plus. Cette contradiction frappa immédiatement la mère de Jasmine. Quelque chose n'allait pas. Il mentait. Et ce n'était que le début. Ce qui troubla encore plus Katharina fut le ton de Jason. Froid. Détaché. Presque mécanique. Il ne semblait pas du tout inquiet. Il ne demanda même pas comment se déroulaient les recherches, ni s'il pouvait aider d'une manière ou d'une autre. Son indifférence face à la disparition de Jasmine était tout simplement glaçante. Rien ne laissait transparaître le comportement qu'on attendrait de la part d'un homme qui aurait partagé la vie d'une jeune femme disparue. Cette attitude déclencha un déclic dans l'esprit de la famille. Jason n'était pas seulement étrange. Il devenait désormais un suspect. Une ombre menaçante dans l'histoire de Jasmine. La tension monta d'un cran. Chaque seconde semblait compter. Chaque indice négligé pouvait condamner les chances de retrouver Jasmine à temps. La famille décida qu'elle ne pouvait pas se permettre d'attendre plus longtemps. Avec Travis Pace, un proche de la famille, Katharina se rendit à l'appartement de Jason. Il n'avait pas de mandat. Pas d'autorisation officielle. Mais leur instinct leur disait que quelque chose d'irréversible était arrivé. Et qu'attendre coûterait trop cher. Une fois à l'intérieur, ce qu'ils virent confirma leur pire crainte. L'appartement n'était pas simplement en désordre. Ce n'était pas le chaos habituel d'un étudiant pressé ou négligent. Non. C'était autre chose. Le genre de désordre qu'on crée lorsqu'on essaie de faire disparaître des preuves. Les objets semblaient déplacés à la hâte. Certains coins avaient visiblement été nettoyés. Dans le couloir et la salle de bain, des taches sombres marquaient les surfaces. Elles n'étaient pas anodines. Elles évoquaient autre chose. Quelque chose de plus grave. Du sang. En fouillant l'appartement, la famille tomba sur plusieurs effets personnels de Jasmine. Son permis de conduire, ses cartes bancaires, son sac de voyage. Tout était là, comme abandonné dans la précipitation. Il n'y avait plus de doute possible, Jasmine était venue ici. Elle y avait été présente. C'était probablement l'endroit où elle avait passé ses derniers instants avant de disparaître. Cette découverte brisa ce qu'il restait d'espoir. Il ne s'agissait plus d'une disparition inquiétante. C'était une scène de crime. Katharina alerta immédiatement les forces de l'ordre et raconta en détail tout ce qu'ils avaient découvert. Grâce à leurs témoignages, la police obtint rapidement un mandat pour fouiller l'appartement de Jason de manière officielle. Lorsque les enquêteurs pénétrèrent dans les lieux, ils utilisèrent des agents chimiques spécialisés afin de détecter la présence de sang ou d'autres traces biologiques. Les résultats furent accablants. Des taches nettoyées à la hâte apparurent sous la lumière des produits. Des sections entières du sol avaient été passées à la serpillière. Des meubles avaient été déplacés. Les experts furent formels, ce n'était pas un simple ménage. C'était une tentative manifeste de dissimulation. Chaque détail renforçait l'idée que Jason essayait d'effacer les traces d'un acte monstrueux. L'ambiance, les objets déplacés, les zones nettoyées de manière sélective, tout témoignait d'une scène camouflée. Face à ces révélations, Jason garda le silence. Il n'essaya même pas de se justifier. Il évita les questions. Se replia sur lui-même. Ne montra aucun signe de coopération. Son attitude distante, l'absence de remords, le désintérêt complet pour les événements accablaient encore davantage les enquêteurs. Les objets retrouvés, les tâches suspectes, l'appartement réarrangé comme si on voulait en effacer la mémoire, tout pointait vers une vérité insoutenable. Quelque chose de terrible était arrivé à Jasmine entre ses murs. Et Jason était au centre de ce mystère. Un mystère devenu cauchemar. Les autorités commencèrent alors à interroger les voisins du complexe Signal View. Les enquêteurs savaient que la vérité pouvait aussi se trouver dans les souvenirs des résidents. Ceux-ci, d'abord réticents, finirent par parler. Ce qu'ils révélèrent donna un tournant décisif à l'enquête. Des locataires de l'appartement 210 racontèrent avoir entendu des bruits violents dans la nuit du 22 au 23 novembre. Des pas précipités. Des cris. Des coups sourds contre les murs. Une voisine vivant juste en dessous fut réveillée à 2h11 du matin par une voix de femme. Une voix paniquée, déchirante. Un cri de détresse. Son témoignage correspondait exactement à un autre détail troublant. À 2h18, soit quelques minutes après, Katharina reçut un message étrange du téléphone de Jasmine. Un simple texte. Rien d'écrit, aucun mot. Juste des coordonnées GPS. Un appel à l'aide muet. Comme si Jasmine, incapable de parler, avait utilisé la dernière force qui lui restait pour envoyer un SOS codé. Un ultime geste désespéré pour être retrouvé. Lorsque les enquêteurs réalisèrent que Jason Chen pouvait être directement impliqué dans la disparition de Jasmine, ils se tournèrent vers les données numériques et les images de vidéosurveillance. C'est alors qu'un enchaînement de révélations glaçantes commença à émerger.
Les caméras de surveillance installées autour de l'immeuble de Jason captèrent, dans la soirée du 22 novembre, l'arrivée de la voiture de Jasmine. Sa Chevrolet Equinox blanche se gara à proximité de l'entrée, juste avant minuit. C'était la dernière trace visuelle connue de Jasmine en vie. Le lendemain matin, le 23 novembre, les mêmes caméras enregistrèrent une scène accablante. Jason quittant sa maison au volant de cette même Chevrolet Equinox. Direction, le complexe Signal View, là où la voiture serait retrouvée quelques jours plus tard, abandonnée. Cette séquence confirma sans l'ombre d'un doute qu'il avait utilisé la voiture de Jasmine après sa disparition. Mais les révélations ne s'arrêtèrent pas là. D'autres enregistrements montrèrent Jason revenant chez lui, dans un autre véhicule. Une voiture qu'il avait louée pour cette période. Ce changement soudain de moyen de transport fit grimper les soupçons. Pourquoi abandonner la voiture de Jasmine pour en louer une autre, en toute hâte, le lendemain de sa disparition? Les enquêteurs traquèrent alors chacun de ses mouvements. Les caméras de sécurité d'un Walmart le filmèrent le matin du 23 novembre en train d'acheter de la javel, du peroxyde d'hydrogène et divers produits de nettoyage. Quelques heures plus tard, d'autres caméras, cette fois chez Walgreens, le captèrent achetant des rouleaux d'essuie-tout. Pris séparément, ces achats auraient pu passer pour de simples courses. Mais replacés dans le contexte, ils formaient un schéma sinistre. Chaque déplacement, chaque achat, était une tentative méthodique d'effacer les traces d'un crime. Mais c'est une autre séquence de vidéosurveillance qui allait changer le cours de l'enquête. Des caméras installées près d'une zone boisée longeant le ruisseau South Chickamauga Creek enregistrèrent une activité suspecte. Grâce à ces données, les autorités décidèrent de concentrer leurs recherches dans cette région dense et difficile d'accès. Le 1er décembre, au cœur de cette forêt épaisse, les équipes fouillant un secteur reculé tombèrent sur une valise dissimulée sous des broussailles épaisses. Le cœur lourd, les enquêteurs l'ouvrirent. À l'intérieur, des sacs poubelles noirs. Et dans ces sacs, les restes de Jasmine. Ce fut le point de bascule. Le moment où l'enquête sur une disparition devint une affaire de meurtre. Un assassinat prémédité, cruel, méthodique. Le corps de Jasmine fut immédiatement transféré au service médico-légal pour une autopsie complète. Ce que les experts révélèrent glaça l'Amérique entière. Jasmine avait reçu au moins 60 coups de couteau. La majorité concentrée sur le côté gauche de sa poitrine, la zone où se trouve le cœur, les poumons, les organes vitaux. Un déchaînement de violence. Une rage incontrôlée. Les blessures révélaient un schéma défensif. Jasmine avait tenté de protéger son torse, de se défendre, d'écarter la lame meurtrière. Mais cela n'avait pas suffi. Aucune trace d'alcool ne fut retrouvée dans son organisme. Un fait fondamental, car il détruisait toute hypothèse selon laquelle elle aurait pu être affaiblie ou inconsciente durant l'attaque. Elle était sobre. Consciente. Elle a su, dans chacun de ces instants d'horreur, ce qui était en train de se passer. Et elle n'a rien pu faire. L'autopsie révéla une autre horreur, Jasmine avait été entravée. Ses bras et ses jambes liés avec des chaînes. Pas des cordes improvisées ou des attaches domestiques. Non. Des chaînes métalliques, conçues spécifiquement pour immobiliser. Son poignet droit était enchaîné à sa cheville droite. Sa cheville gauche, elle, liée à son poignet gauche. Une position qui empêchait tout mouvement, toute fuite, toute défense. Les chaînes ne laissaient aucun doute, il s'agissait d'un acte réfléchi, orchestré, planifié. L'une des chaînes présentait un dommage, une déformation. Les experts pensèrent que Jasmine avait tenté de se libérer, de lutter pour sa survie. Mais l'analyse de son corps montra qu'elle n'avait pas pu opposer une réelle résistance. L'absence de blessure sur son bras droit laissait entendre qu'elle avait été immobilisée très tôt dans l'agression. Et puis, le détail le plus effroyable, le couteau était toujours là. Enfiché dans sa poitrine. L'arme du crime, laissée plantée dans son corps. Le couteau fut extrait avec précaution et immédiatement analysé. Les résultats ne firent aucun doute, l'arme provenait de l'appartement de Jason. Elle portait des résidus de sang et des empreintes. C'était bel et bien l'objet utilisé pour tuer Jasmine. Les blessures, leur répartition, leur intensité, tout montrait que l'agresseur savait ce qu'il faisait. Il ne s'agissait pas d'un coup de colère passager ou d'un accident. C'était une attaque méthodique, déterminée. L'ensemble de l'acte portait la marque d'une volonté de tuer, avec une violence délibérée et froide. Les enquêteurs furent unanimes, aucun doute possible. Ce n'était pas une altercation qui aurait mal tourné. C'était un meurtre planifié, exécuté avec une cruauté inhumaine. Les coups portés à Jasmine étaient dirigés avec précision vers ses organes vitaux. Leur profondeur, leur angle, leur régularité, tout indiquait une attaque préméditée, menée avec une force déterminée et glaçante. Les experts médico-légaux furent catégoriques. Ce type de blessure ne pouvait en aucun cas être attribué à un moment de panique ou à une réaction instinctive. Il ne s'agissait pas d'un accès de colère incontrôlé. C'était un acte réfléchi, planifié avec une minutie clinique. Tout pointait vers un meurtre calculé,
une volonté ferme d'ôter la vie, et non vers un conflit improvisé ou un accident. Les témoignages des voisins vinrent appuyer cette terrible conclusion. Ils racontèrent avoir entendu des cris, des bruits sourds, une altercation, puis, plus rien. Un silence brutal, inquiétant. Certains mentionnèrent même avoir perçu une dispute juste avant que le calme total ne s'abatte sur l'immeuble, comme si quelque chose ou quelqu'un avait été définitivement réduit au silence. Ces récits, ces sons arrachés à la nuit, s'accordaient parfaitement avec les preuves matérielles recueillies sur la scène du crime. Des témoins oculaires affirmèrent avoir entendu Jasmine appeler à l'aide. Mais sa voix, tremblante, implorante, n'eut que quelques secondes pour s'exprimer avant de s'éteindre à jamais. Sa tentative de survie fut brisée dans l'ombre, interrompue sans pitié. Après avoir commis l'irréparable, Jason Chen se lança immédiatement dans une stratégie de dissimulation. Il prit le téléphone de Jasmine et se mit à envoyer des messages à sa place, dans une tentative grotesque de faire croire qu'elle était encore en vie. Il tenta d'imiter son style, ses mots, ses tournures de phrases. Mais pour ceux qui la connaissaient, le résultat était glaçant de fausseté. Les messages n'étaient pas d'elle. Le ton, les mots, l'âme, rien ne correspondait. Ses amis et sa famille repérèrent tout de suite les incohérences. Les publications sur les réseaux sociaux, les photos partagées, tout sonnait faux. Les clichés postés par Jason avaient été pris bien avant le drame. Il ne montrait aucun des nouveaux tatouages que Jasmine s'était fait faire récemment. Aucun des petits détails récents de sa vie. Ces images semblaient figées dans un passé lointain, utilisées comme leur. Comme si Jason tentait maladroitement de détourner l'attention, d'ériger une illusion numérique derrière laquelle cachait sa monstruosité. Mais il ne s'arrêta pas là. Jason continua d'envoyer des messages depuis les comptes de Jasmine. Il rédigeait de faux échanges, de courtes conversations entre lui et elle, dans le but de faire croire à une interaction vivante. Pourtant, ces dialogues simulés ne convainquirent personne. Ils étaient dénués d'émotion, mécaniques, vides. Là où Jasmine écrivait toujours avec chaleur, affection, un souci de l'autre, ces messages artificiels n'étaient que des coquilles froides. Même les faux échanges entre leurs deux comptes manquaient cruellement d'authenticité. Ils sonnaient creux, forcés, presque robotiques. À mesure que l'enquête progressait, les détectives étendirent leurs recherches à la maison des parents de Jason, où ils s'étaient réfugiés après la disparition de Jasmine. Ce qu'ils y trouvèrent fut accablant. Caché dans un étui à lunettes, parmi les effets personnels de Jason, se trouvait une carte SIM appartenant à Jasmine. Un indice minuscule mais accablant. La police comprit immédiatement, Jason avait conservé la carte pour continuer à manipuler son téléphone, pour envoyer des messages, pour prolonger l'illusion, et surtout, pour brouiller les pistes. Cette découverte montrait à quel point Jason avait prémédité ses actes. Il n'avait pas seulement tué. Il avait prévu, dans les moindres détails, comment masquer son crime, comment duper ceux qui cherchaient la vérité. Mais derrière le vernis, la vérité se fissurait. Le 29 novembre, Jason fut arrêté. Il ne résista pas. Il resta calme. Trop calme. Aucune réaction d'étonnement, aucun cri, aucune défense. Il ne chercha pas à se justifier. Il n'exprima aucune émotion. Son comportement, extérieurement placide, laissait cependant entrevoir une tension sourde, contenue. Les enquêteurs notèrent ce détail, il ne posait pas de questions. Il n'avait pas l'air surpris. Comme s'il savait déjà que tout était perdu, que les preuves contre lui formaient un mur inébranlable. Toutes les pièces du puzzle s'emboîtaient désormais avec clarté. La scène de crime, les objets retrouvés dans son appartement, les images de vidéosurveillance, les témoignages des voisins, les analyses médico-légales, les tentatives numériques de manipulation, tout pointait dans une seule direction. Jason Chen avait tué Jasmine Pace. Et il avait tout mis en œuvre pour effacer son crime. Mais les faits, eux, restaient. Les enquêteurs concentrèrent alors leur attention sur le téléphone de Jason. Ils y trouvèrent des captures d'écran de conversation avec Jasmine. Mais une chose étrange frappa les experts. Tous les messages d'origine, ceux stockés sur le téléphone de Jasmine, avaient été effacés. Volés à jamais. Il ne restait que ces captures, soigneusement sélectionnées, choisies à dessein. Jason avait pris soin d'effacer l'histoire complète de leurs échanges. De supprimer ses propres mots, les dernières réponses de Jasmine, ses ultimes pensées. Il avait tenté d'écrire lui-même le récit, de garder le contrôle, jusqu'au bout. Mais malgré tous ses efforts, la vérité, elle, avait déjà commencé à parler. Les fragments de conversation que Jason avait soigneusement sauvegardés sur son téléphone semblaient vouloir peindre une image paisible, banale. Il essayait de montrer que leurs échanges étaient calmes, normaux, comme si rien d'alarmant ne s'était produit. Une manœuvre insidieuse, destinée à faire croire qu'il n'y avait eu aucun conflit, aucune tension. Mais l'analyse détaillée de ces extraits, menée par des spécialistes, révéla la véritable intention derrière ce choix méticuleux. Manipuler les faits, détourner l'interprétation de la vérité, brouiller les pistes pour échapper à la justice.
Parallèlement à ces messages sélectionnés, un autre élément accablant fut retrouvé sur le téléphone de Jason. Une série de photographies prises dans la salle de bain de son appartement, la nuit même du crime. Sur ces clichés, Jasmine apparaissait présente, vivante, à l'intérieur du logement, au moment critique de sa disparition. Ces images, Jason comptait probablement les utiliser pour insinuer qu'il y avait eu entre eux une intimité partagée, un moment consensuel, sans menace ni violence. Il voulait construire un récit alternatif, celui d'une soirée intime qui aurait tragiquement dégénéré par accident. Mais cette stratégie s'écroula rapidement sous le poids de la vérité. Les experts furent unanimes, ces photos, tout comme les captures d'écran, avaient été sélectionnées avec soin. Elles ne montraient qu'une version tronquée, falsifiée, manipulée des faits. Elles ne racontaient pas la réalité, mais un mensonge construit. Jason n'essayait pas seulement de dissimuler ce qu'il avait fait, il tentait de réécrire l'histoire, d'en devenir l'auteur unique. Chaque détail, les messages supprimés, les conversations artificiellement reconstruites, les photographies ciblées formaient le portrait d'un homme qui n'avait pas perdu le contrôle dans un moment de panique, mais qui avait minutieusement préparé son crime, puis s'était acharné à en effacer les traces. Ces éléments, loin de le disculper, le condamnaient davantage. Ils exposaient son intention. Ils dénonçaient sa manipulation. Et surtout, ils prouvaient qu'il avait voulu tromper tout le monde dès le début. L'arrestation de Jason Shane et les perquisitions successives permirent de faire éclater toute la vérité. Ce n'était pas un drame né d'une dispute soudaine. C'était un crime orchestré, exécuté avec précision et préméditation. Un acte froid, méthodique, où chaque geste avait été calculé. Durant les interrogatoires, Jason refusa de dévoiler ses véritables motivations. Il tenta de détourner l'attention en évoquant une scène de jalousie. Il affirma qu'une dispute avait éclaté le soir du crime, lorsque Jasmine aurait vu des notifications de Tinder sur son téléphone. Selon lui, elle se serait emportée, lui aurait lancé un verre, et il aurait alors saisi un couteau pour se défendre. Mais les enquêteurs, forts de leur expertise et des preuves matérielles, rejetèrent cette version. Elle ne tenait pas face aux faits. Aucune des blessures infligées à Jasmine ne correspondait à une altercation désordonnée. Aucun signe de lutte équivalente. Les preuves montraient qu'elle avait été attachée, immobilisée, incapable de se défendre. Ce que Jason décrivait comme une réaction défensive était en réalité un massacre calculé. Le procès de Jason Shane s'ouvrit en janvier 2025. Dans la salle d'audience, la famille de Jasmine était présente, digne, brisée mais déterminée à obtenir justice. Des journalistes couvraient chaque instant, chaque mot. Le ministère public présenta un dossier implacable, images de vidéosurveillance, données téléphoniques, témoignages d'experts. Tout démontrait que Jason avait prémédité le meurtre, exécuté son plan avec une précision terrifiante, puis orchestré une dissimulation froide et cynique. De son côté, la défense tenta de faire valoir la thèse d'un drame sentimental. Mais cette hypothèse fut rapidement balayée. Les blessures de Jasmine parlaient d'elles-mêmes, elles n'étaient ni aléatoires, ni accidentelles. Et surtout, l'absence totale de blessures de défense montrait qu'elle n'avait pas pu résister. Elle était attachée, neutralisée, à la merci de son agresseur. Le témoignage le plus accablant vint de l'expert médico-légal qui confirma que Jasmine avait été entravée, incapable de bouger, pleinement consciente de ce qu'il y arrivait. Le procureur, dans sa déclaration finale, rappela que Jason n'avait pas seulement tué Jasmine, il avait aussi tenté de détruire son humanité, de faire taire sa voix, de manipuler ses mots, de masquer son absence par des illusions numériques. Mais les faits, eux, étaient restés. Et les faits criaient plus fort que les mensonges. Le verdict du jury fut unanime. Jason Shane fut condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. La vérité ne pouvait plus être cachée. Le masque était tombé. Et la justice, enfin, avait parlé. Merci à vous tous d'avoir suivi cette affaire glaçante. Votre soutien est essentiel, et si vous souhaitez aider cette chaîne à se développer, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime », à laisser un commentaire et à partager cette vidéo. Votre engagement compte vraiment. À très bientôt.